Luc Carlevignon, bonjour. Bonjour. C'est une chance de vous avoir à Valloires pour ce salon. Vous tenez à vous déplacer sur le terrain en tant que président de Ford France. Oui, pour moi, c'était important de venir à Valloires. Tout d'abord, parce qu'on a une présence ici depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis en 2018, notre concessionnaire local qui est présent sur la Savoie, la Haute-Savoie et bien d'autres régions, notre premier groupe de distribution en France, le groupe Morin, a décidé de resserrer plus encore les liens spécifiquement avec la ville en tissant un partenariat avec l'Office du tourisme de Valloires. Ça, c'était en 2018. Et puis, on avait prévu en 2020 de devenir partenaire du salon. Bon, en 2020, on sait tous ce qui s'est passé, le Covid, donc ça n'a pas facilité les choses. Et depuis 2021, donc Ford, via son concessionnaire, via le groupe Morin, est partenaire du salon tout-terrain de Valloires. Donc pour moi, il était extrêmement important de venir aujourd'hui découvrir ce salon de Valloires. Et puis on a en avant-première nationale, donc ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, la présentation de ce Ford Bronco. Le Bronco, c'est une icône américaine. Chez Ford, il y a un certain nombre d'icônes, la Mustang, le F-150, le Bronco en fait partie. Et donc je trouvais ça bien de pouvoir faire cette première nationale ici. Alors l'image du 4x4 évolue et doit évoluer par rapport aux écolos, les écologistes, etc. Comment ça se passe, comment ça se présente pour Ford? Alors écoutez, nous on a toujours été plutôt partisans d'une utilisation du 4x4 dans un mode vertueux. Alors évidemment, on est absolument respectueux de toutes les réglementations. On dit qu'il ne faut pas aller faire du 4x4 hors des sentiers, j'allais dire battus, en tout cas des sentiers qui sont déterminés. Ce qui est intéressant, je trouve, ici à Valloires, c'est qu'on voit l'évolution qui est en train de prendre le marché du tout-terrain. Alors, au-delà peut-être des épreuves de franchissement sur des terrains réellement délimités, mais on voit qu'il y a réellement plutôt un développement vers le voyage. Et on voit beaucoup sur ce salon de véhicules comme le pick-up. Alors on a derrière nous le tout nouveau Ranger Raptor qui sont équipés de cellules qui vont permettre aux gens de voyager en couple ou alors peut-être avec un ou deux petits-enfants pour aller découvrir le monde. Alors plus ou moins tout terrain, mais en tout cas ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Je parlais à un exposant tout à l'heure, il me disait qu'il a des clients qui partent en Mongolie par exemple en vacances, et on a vu quand même que c'est une tendance qui s'est développée depuis 2020 et depuis le Covid. Ça fait partie de cette mouvance de ce qu'on appelle la van life. Alors c'est vrai qu'on imagine plus facilement les fourgons pour les vannes, mais ça existe aussi avec les 4x4, soit en cellules rapportées, soit avec des choses qu'on met sur le toit. D'ailleurs, vous avez eu un rapprochement avec une entreprise accessoiriste qui permet d'aller un peu plus loin, même avec des voitures normales pour voyager en toute liberté. Oui, alors tout à fait, on a plusieurs solutions. Donc on a des partenariats avec Global Camper, donc là c'est pour du voyage un peu plus extrême. Avec Yatou, là vous allez pouvoir rajouter une tente sur votre tout nouveau Tourneo Connect, on en expose un ici. Donc il y a vraiment toutes les solutions pour pouvoir voyager de façon plus ou moins légère, plus ou moins loin, avec plus ou moins de confort. Alors revenons à l'automobile, parce que c'est un terrain de jeu que vous connaissez bien. On parle de plus en plus de mobilité. L'automobile se transforme, elle aussi. Alors la voiture électrique, mais vous êtes parti sur d'autres voies que la voiture électrique pure. Alors, Ford s'est engagé réellement, quand je parlais de respect de la nature et de lutte contre le dérèglement climatique, on a un point fixe dans nos engagements qui est d'avoir une neutralité carbone en Europe en 2035. Cette neutralité carbone passera par une gamme véhicules particuliers et véhicules utilitaires qui sera 100% électrique en 2035, les VP déjà 100% électriques en 2030. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on aide les clients, nos utilisateurs, nos acheteurs, à passer d'une motorisation traditionnelle, alors autrefois le diesel qui était omniprésent en France, à l'essence, le moteur thermique, vers le moteur électrique. Et on s'est dit, on a lancé depuis maintenant 2 ans une gamme totalement E85. Le 85, c'est le bioéthanol, vous savez, ce carburant qui est additionné à de l'essence, qui est fait à base de résidus de mélasse de betterave en réalité, donc ça ne vient pas du tout prendre sur l'empreinte de terrain alimentaire, contrairement à certaines idées reçues. Et le bioéthanol, c'est fabriqué en France, ça émet 72% de moins de gaz à effet de serre, 40% de moins de CO2. Sur le cycle de vie, c'est extrêmement vertueux. Et en termes de pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat, c'est un sujet qui est cher aux Français ces derniers mois, c'est un carburant qui coûte aujourd'hui moins de la moitié du prix du litre du samplon 95. Et a priori, c'est une vraie réussite sur les premiers mois de commercialisation. Oui, on fait plus de 80% de nos ventes avec des motorisations hybrides, parce qu'en fait, c'est ça qu'on a voulu faire, associer le bioéthanol à une motorisation hybride, parce qu'on voit que les Français aujourd'hui, dans cette période de transition, ils savent qu'ils vont aller vers le tout électrique, mais chacun va y aller à sa vitesse, en fonction de ses usages, en fonction de son infrastructure. Est-ce que je peux recharger chez moi ou pas, par exemple? Et donc, ils utilisent l'hybride comme étant une solution au final assez tranquillisante. Et nous, on a voulu encore améliorer cet usage de l'hybride en lui ajoutant le bioéthanol E85. Et donc, on a du bioéthanol sur la Fiesta, sur notre best-seller aujourd'hui, le petit SUV Ford Puma, sur le Kuga en full hybride.
et également sur la Focus et sur des véhicules utilitaires. Alors j'imagine que dans n'importe quel domaine, éthanol, électrique, on essaye d'améliorer les performances énergétiques parce qu'on a de moins en moins d'énergie où il coûte de plus en plus cher. Comment ça se passe? Quel est le chemin de route que vous fixez chez Ford? Alors le premier chemin, en fait, la première solution était d'avoir une toute nouvelle génération de moteurs. On a lancé maintenant, il y a plusieurs années de ça, le moteur qu'on appelle EcoBoost, qui nous a permis de faire ce qu'on appelle du downsizing, alors de la réduction de taille en français. Et le moteur EcoBoost a été primé 7 fois comme étant moteur de l'année en Europe, donc c'était réellement une trouvaille technologique. Et ce moteur EcoBoost, qui est un moteur à combustion, était plus efficient que ces congénères moteurs à combustion. À cela, donc, on a ajouté une hybridation plus ou moins importante, légère ou hybridation totale, voire hybridation rechargeable. Et donc là, ça nous permet d'avoir de plus en plus d'efficience en fonction de l'usage et de l'utilisation de l'électrique. Et puis demain, on va vers ce moteur tout électrique. Alors on expose ici au Salon du Tout-Terrain une Mustang Mach-E dans sa version GT. Vous savez, la Mustang Mach-E, c'est la Mustang SUV 100% électrique. Dans sa version GT, c'est Ultra Sport, 487 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 7. Donc l'électrique, c'est aussi symbole de plaisir. Et on peut rouler aujourd'hui de façon efficiente, économique, et tout en ayant du plaisir de conduire, parce que chez Ford, le plaisir de conduire, ça nous est cher, c'est dans notre ADN. Si vous êtes aujourd'hui à Valloire, c'est que vous aimez le terrain et pas que le tout-terrain. Et c'est important d'avoir un réseau de distributeurs. Vous disiez que Morin était le premier réseau de distributeurs en France pour Ford. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'automobile ne se vendra pas seulement sur Internet. On continuera à aller dans les concessions? Oui, absolument. Alors moi, je suis absolument convaincu de cela. Alors, effectivement, le groupe Morin est notre premier concessionnaire Ford. En France, on a 120 concessions, 230 sites. On a 350 agents. Donc, les agents, vous savez, sont ces plus petits sites qui sont réellement enracinés dans les territoires, parce que cette présence dans les territoires, pour nous, est importante. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait, je parlais comme un vieux, autrefois, c'est vrai que les clients allaient plus souvent en concession avant d'acheter un véhicule. Aujourd'hui, on fait la découverte du véhicule et sa shopping list un peu sur Internet, en regardant des émissions télé, en lisant des journaux. Mais au final, le client, il va en concession. Et en concession, le client, il veut essayer un véhicule et surtout, il veut avoir un rapport humain avec un vendeur. Et moi, à chaque fois où je vais sur le terrain, à chaque fois où je vais en concession, c'est ce que je dis aux vendeurs. Votre rôle est déterminant. C'est votre approche que vous allez avoir avec le client, avec le prospect, qui va faire, même s'il est convaincu par le véhicule, parce que c'est un super véhicule, parce que l'offre financière est bonne, votre qualité humaine peut faire la différence. Et les clients, ils recherchent ça, ils recherchent ce contact. Et là aussi, je parlais de choses qui ont évolué depuis le Covid. On a vu un grand mouvement après le Covid. Les concessionnaires me disaient, les clients viennent chez nous, restent, ils veulent parler. Donc c'est clair qu'on va avoir une approche omnicanale qui va permettre au client peut-être de découvrir sa voiture dans son canapé, le soir après le boulot, le dimanche, pourquoi pas. Mais je suis sûr qu'il va aller en concession pour faire un essai. Et là, s'il est bien accueilli par le vendeur, bien suivi par le vendeur après cet essai, il fera la vente. Les bases du commerce finalement. Les bases du commerce, rien n'a changé. Juste les moyens technologiques sont différents. Alors économiquement, comment se porte Ford France par rapport à l'ensemble des marques et quels sont les objectifs que vous fixez à vos équipes? Alors écoutez, on a vécu une période, là, ces 3 dernières années, évidemment complexe. Le Covid d'abord, et puis la crise des semi-conducteurs, dont on n'est pas totalement sorti, qui nous a, pour nous, constructeurs automobiles, mis, alors qu'on est habitué à travailler sur le long terme, ça nous a obligés à travailler plutôt sur du plus court terme, puisqu'on vous apprenez tout d'un coup que la Chine reconfine. Ça, c'est difficile à prévoir. La guerre en Ukraine, personne ne l'avait prévu, évidemment. Donc ça nous a appris à travailler avec et à planifier, à essayer de planifier le mieux possible avec ce court terme. Ça impacte évidemment les livraisons et on voit bien quand on regarde les chiffres d'immatriculation sur le marché automobile, il est clairement en décroissance par rapport à l'année dernière, en décroissance par rapport à la dernière bonne année qui était 2019 et ça peut faire peur. C'est une vraie frustration pour les consommateurs comme pour les vendeurs. C'est une frustration pour tout le monde. On va s'en sortir de ça? Oui, on va s'en sortir. C'est en train de s'améliorer honnêtement, toute cette situation de fourniture des semi-conducteurs. On pense qu'en 2023, déjà là on voit des améliorations honnêtement, mais 2023 ça devrait se résoudre, d'autant plus qu'on voit la demande de semi-conducteurs qui commence à faiblir dans d'autres domaines, la téléphonie, l'informatique où les prix ont tellement augmenté qu'il y a moins de demandes. Donc ça va permettre de libérer de la capacité pour le marché de l'automobile.
Et donc, on essaye de gérer le mieux possible en pensant tout d'abord aux clients qui nous ont commandé des véhicules et qui parfois attendent, alors quand ça va bien, 3 mois, mais quand ça va moins bien, ça peut aller jusqu'à 1 an, un véhicule. Et donc, comment est-ce qu'on reste en contact avec eux? Comment est-ce qu'on essaye de les informer de la date de livraison potentielle de ce véhicule? Donc ça, c'est notre première priorité. Et puis, évidemment, comme vous le disiez, il y a la partie les vendeurs, des concessionnaires qui aussi se disent quand est-ce que je vais pouvoir livrer le véhicule. Donc, on essaye de mettre le plus de fluidité possible. Néanmoins, cette année va être pour nous, Ford en France, une bien meilleure année que l'année dernière où nous avions été très sévèrement impactés dans cette crise des semi-conducteurs. On est en progression de part de marché aujourd'hui. On progresse d'1 point sur le véhicule utilitaire. On progresse à ce matin de 4 dixièmes sur le véhicule particulier. Donc on voit que ça va mieux. Mon volume de livraison d'immatriculation ce mois-ci a plus de 50% par rapport à l'année dernière. Donc les choses vont mieux. C'est en train de s'améliorer. On n'a pas encore tout résolu, mais ça s'améliore. Et puis, surtout, ce qui donne la banane à nous en premier, mais à tout le réseau, et puis j'espère aux clients aussi, c'est le fait qu'on commercialise des véhicules qui sont absolument fabuleux, des véhicules qui ne laissent pas indifférents, peut-être parfois un peu clivants ou segmentants, mais les gens, ils veulent aussi des vrais partis pris en termes de design, et c'est ce qu'on fait chez Ford. Alors, vous êtes ici pour parler tout terrain. Sur un plan personnel, vous aimez crapahuter, si vous me permettez. C'est vrai. Triathlon, trial, etc. Ça vous anime, la montagne en général ? Moi j'adore, je suis un grand passionné de la montagne. Si j'avais pu mettre le siège social de Ford en France dans une zone montagneuse, je l'aurais fait. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui auraient été ravis avec ça évidemment. D'abord je suis un grand fan effectivement de vélo, de course à pied, trail. J'aime beaucoup la moto aussi. Et puis l'hiver je suis un fan de ski invétéré. D'ailleurs je vais skier pas très loin d'ici. Alors pas à Valloire mais pas très loin d'ici. Avec votre 4x4 Ford, vous avez peut-être votre vélo pour faire le Galibier là ? J'y pensais ce matin en venant, effectivement, j'ai vu tous ces gens qui étaient en train de monter. On n'est pas allé jusqu'au Galibier, on est allé au col du Télégraphe. Belle montée, je me suis dit que ça ferait un beau défi à faire que d'enchaîner Télégraphe et Galibier. Ouais. Je vous le préconise. En tout cas, merci pour cet entretien. Merci à vous.